Donc, soyez les bienvenus au webinaire de ce soir qui porte sur la dégénérescence des neurones dopaminergiques et les dysfonctions motrices dans la maladie de Parkinson. Les webinaires de divulgation scientifique organisés par Parkinson Québec ont comme objectif de rendre l'information issue de la recherche accessible à la communauté, y compris les personnes atteintes de la maladie, les personnes procédant, les intervenants en santé, les intervenants communautaires et la communauté scientifique. Et maintenant, je vous présente notre chercheur invité. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir le docteur Louis-Éric Trudeau, professeur titulaire au département de pharmacologie et physiologie ainsi qu'au département de neurosciences de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr Trudeau est directeur du groupe de recherche sur la signalisation neurale et circuiterie du campus de l'Université de Montréal qui réunit autour de 40 experts scientifiques. De plus, Dr Trudeau est co-directeur de la stratégie en neurosciences et santé mentale de l'Université de Montréal. Louis-Éric a été recruté à l'Université de Montréal en 1997 après avoir obtenu un baccalauréat en psychologie de l'Université Concordia, un diplôme d'études approfondies en neurosciences de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, un doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal en 1994. Par la suite, Dr Trudeau a effectué un stage postdoctoral en neurosciences à l'Iowa State University aux États-Unis en 1997. Dr Trudeau dirige actuellement un laboratoire formé d'une dizaine de jeunes chercheurs qui s'intéressent aux mécanismes élémentaires de la neurotransmission dans le système dopaminergique et aux causes de la dysfonction neuronale dans la maladie de Parkinson. Dr Trudeau est auteur de plus de 125 articles scientifiques. Il est aussi membre du comité aviseur de Parkinson Québec et du comité aviseur scientifique de Parkinson Canada. Docteur Trudeau, je vous donne la parole. Merci. Merci, Madame Rodriguez. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous partager plein d'informations sur la recherche sur la maladie de Parkinson. J'ai vu le titre de cette présentation, c'est Parkinson et dopamine. Comment expliquer la perte progressive des neurones et comment pourrait-on un jour l'arrêter? C'est notre rêve à tous, bien entendu, d'arriver à un point où on va être capable de stopper la maladie de Parkinson dans sa progression. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder deux thématiques avec vous. Premièrement, on va essayer de décortiquer ensemble la première question. Quels sont les neurones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson? Pourquoi certains neurones dégénèrent alors que d'autres sont plus résistants? Une autre question qu'on va aborder, c'est quelles sont les nouvelles approches en développement, donc la recherche actuelle pour essayer de stopper la perte des neurones, stopper la progression de la maladie ou alors pour compenser pour les pertes de neurones qui surviennent dans la maladie. La maladie de Parkinson, la recherche sur cette thématique est très active présentement, donc c'est un domaine que je dirais en pleine ébullition. Donc, j'aurais bien entendu pas le temps de faire un survol de tout ce qui se fait en recherche partout dans le monde, mais ça nous prendrait quelques heures. Mais je vais vous donner quelques petits flashs de trucs que je pense qui sont intéressants, qui nous donnent une idée vers où s'en va certains aspects de la recherche qui portent sur l'identification de nouvelles stratégies thérapeutiques. Avant d'aller plus loin, j'aimerais également préciser, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médecin. Moi, j'étudie la maladie de Parkinson, les causes de la maladie, du point de vue d'un neurobiologiste, donc quelqu'un qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment on pourrait expliquer la maladie et éventuellement avoir des pistes pour mieux la traiter. Une chose que vous savez probablement déjà tous, c'est que dans la maladie de Parkinson, on perd des neurones dans notre cerveau. En particulier, on perd des neurones qui produisent un messager chimique qui s'appelle la dopamine. Donc, la dopamine, c'est un messager qui permet à certains neurones de transmettre une information dans le système nerveux.
La dopamine a plein de rôles importants dans le contrôle du mouvement, bien entendu. C'est pour ça que quand on perd des neurones à dopamine, on a des problèmes avec le mouvement, puis on a aussi d'autres types de problèmes. Ce sont des neurones importants, mais qui ne sont pas si nombreux. Ils sont regroupés dans le cerveau, dans une région qu'on appelle le mésencéphale, ou une région qu'on appelle plus particulièrement la substance noire. Ici, on voit à l'écran une coupe de cerveau humain qui représente l'endroit où on retrouve les neurones principaux qui produisent la dopamine. Et on peut les identifier par la coloration brunâtre que vous voyez ici, que j'indique avec le pointeur rouge. C'est une région qu'on appelle la substance noire parce qu'en fait, elle apparaît jusqu'à un certain point brune ou foncé ou noir au microscope parce que les neurones qui produisent la dopamine sont aussi dotés d'un pigment foncé qui s'appelle la neuromélanine. Ça permet de les voir facilement dans le cerveau. Et on voit à droite une coupe de cerveau équivalente de quelqu'un qui est décédé, qui était atteint de la maladie de Parkinson. Et on peut voir que au même endroit dans le cerveau, on retrouve très peu de ces neurones à dopamine. Donc ça, c'est une des observations les plus largement confirmées dans la littérature scientifique. On perd dans la maladie de Parkinson des neurones qui produisent la dopamine comme messager chimique. Les neurones qui produisent cette dopamine sont des cellules particulièrement intéressantes à étudier pour les neurobiologistes. Ce sont des cellules qui sont complexes dans leur structure. À gauche, ici, je schématise à quoi ça ressemble en gros un neurone à dopamine. C'est un neurone, on peut voir son corps cellulaire ici en bleu et des petits prolongements que vous voyez. Les prolongements, ça, c'est ce qu'on appelle, ceux qui sont dans le bas de l'image, ce sont ce qu'on appelle les axones. Les axones, c'est les endroits par lesquels ces neurones libèrent de la dopamine et donc transmettent des signaux dans le cerveau pour influencer les circuits notamment qui contrôlent le mouvement, mais aussi la motivation et plein d'autres choses. Donc ces neurones-là, on peut les représenter un peu comme dans l'image de droite, c'est un peu comme un arbre. Des cellules qui ont beaucoup de branches. Donc un arbre, là, tel qu'on peut le voir dans le schéma à droite, comporte des branches là, en surface qu'on voit, mais aussi dans le sol, plein de racines et qui sont là pour aller chercher des ressources pour faire fonctionner l'arbre et lui permettre de survivre. Mais les neurones à dopamine, c'est un peu comme ça. Les axones qu'on voit dans le bas de l'image, c'est un peu comme les racines. C'est la partie la plus importante de l'arbre, donc du neurone dans ce cas-ci. Et c'est là qu'est consommée la plus grande partie de l'énergie de ces cellules. À cause de leur structure complexe, ces cellules-là ont des défis dans leur fonctionnement, sont probablement plus vulnérables, et on va revenir à cette question-là tout à l'heure. Dans la maladie, quand la maladie progresse, on perd au fil du temps, au fur et à mesure, de plus en plus de ces neurones à dopamine. Et on peut visualiser ça dans le cerveau humain par une technique d'imagerie cérébrale, l'imagerie en TEP, tomographie à émission de positrons. Et quand on image le cerveau de quelqu'un qui est atteint de la maladie de Parkinson, on peut voir les régions du cerveau qui contiennent les prolongements, donc les axones des neurones dopaminergiques, les endroits où sont stratégiquement libérés, principalement la dopamine. Et on peut voir à gauche, surtout dans la partie en blanc au milieu de l'image, les endroits où on retrouve le plus de ces prolongements des neurones à dopamine. Dans quelqu'un qui est atteint de la maladie de Parkinson, quand on image le cerveau, on peut quand même identifier en début de maladie assez clairement l'endroit où se trouvent ces prolongements. Le signal est juste moins fort et on sait déjà que dès le diagnostic, on a déjà perdu une grande partie de ces connexions, mais il en reste encore. Plus tard dans la maladie, des années plus tard, on voit que si on image la même personne, plus tard, on va voir que le signal continue à diminuer. Et donc, ça reflète le fait qu'il y a une perte progressive. Mais le fait qu'au moment du diagnostic, il y en a encore de ces connexions qui sont intactes, ça donne aussi en même temps un certain espoir parce que si un jour on arrive à avoir un traitement qui stoppe la progression de la maladie, ça veut donc dire qu'on pourrait, avec les terminaisons qui restent, avec les connexions des neurones à dopamine qui restent, on pourrait probablement réussir à améliorer, à maintenir le fonctionnement du cerveau et des circuits qui contrôlent le mouvement notamment pendant de nombreuses années. Ça, c'est un des espoirs de la recherche. Quand on perd de la dopamine dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a plein de symptômes qui apparaissent, hein, comme vous le savez mieux que moi, dans cette maladie. Des symptômes moteurs notamment, mais pas que des symptômes moteurs. Et ça, c'est dû au fait qu'en perdant de la dopamine dans notre cerveau, il y a des circuits qui ne fonctionnent plus optimalement. Hein, les circuits dans le cerveau, ce sont des neurones qui sont connectés les uns avec les autres. C'est un peu comme des fils électriques
que vous avez dans le mur de votre maison. Dans les murs de votre maison, vous avez des interrupteurs muraux qui sont connectés à des fils électriques jusqu'aux lumières dans le plafond des pièces ou ailleurs dans la pièce. Eh bien, les neurones, c'est un peu comme des fils électriques qui sont connectés les uns aux autres, qui transmettent de l'information. Et ce transfert d'information est absolument essentiel. Donc, dans le cerveau, représenté ici par une coupe de cerveau, on voit à droite plusieurs régions du cerveau qui sont représentées par un code de couleur. Ce n'est pas important le nom précis des structures qui est indiqué ici, mais c'est une représentation de certaines des régions du cerveau qui sont importantes pour la fluidité et l'initiation du mouvement. Et quand on perd la dopamine, c'est un peu comme si on perdait de l'huile dans notre moteur. Tous les circuits qui contrôlent le mouvement sont encore là, mais sont plus capables de fonctionner de façon optimale. C'est de là cette image, l'huile dans le moteur. Il nous manque d'huile dans le moteur, donc il y a des pièces qui cognent les unes contre les autres, ça ne fonctionne pas bien. C'est un peu ça qui se passe quand on perd la dopamine dans notre cerveau. Mais en même temps, ça nous dit qu'il reste dans notre cerveau l'essentiel de ce qu'il faut pour contrôler le mouvement. C'est juste que ça ne fonctionne pas bien. Une démonstration de ça, et est représenté ici dans cette séquence vidéo. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui est atteint de la maladie de Parkinson, une séquence vidéo qui a été tournée dans un hôpital dans les Pays-Bas, donc en Hollande. On peut voir quelqu'un ici, un homme qui est probablement dans la soixantaine avancée ou 70 ans, je ne sais pas, et qui est atteint de la maladie. On voit les symptômes classiques de la maladie de Parkinson avec le tremblement au repos, puis la difficulté à initier le mouvement. On voit que la locomotion, donc le mouvement, est difficile. La personne a un problème clairement d'équilibre, est instable. Donc ça, c'est typique de la maladie de Parkinson, encore une fois, comme vous le savez très bien. S'orienter pour passer une porte dans une maison, l'initiation donc de ces mouvements nécessaires pour passer d'une pièce à l'autre, tout ça, c'est difficile. Pourtant, ici, on voit la même personne quelques minutes plus tard dans le stationnement de l'hôpital. Cette personne enfourche une bicyclette et elle démarre et elle commence à pédaler. On voit cette personne, donc, à première vue, quelqu'un qui ne souffre d'aucun trouble neurologique. On voit la personne pédaler de façon fluide. On voit qu'il jette un coup d'œil à gauche avant de tourner, finalement change son centre de gravité de place pour tourner et pédale. On voit la personne ici qui va même se lever sur les pédales, pour pédaler un petit peu plus vite. Et ensuite, vous voyez la dernière étape, la personne freine avec sa bicyclette et fait un petit saut pour débarquer du vélo. Donc tout ça, c'est hyper fluide. Et donc, on ne pourrait pas soupçonner que cette personne a la maladie de Parkinson. Et là, on voit aussitôt que la personne débarque du vélo, faire quelques petits pas, là, c'est clairement tout de suite, on voit qu'il y a il y a un trouble du mouvement impliqué ici. Mais ça, pour moi, quand je vois ce genre de séquence vidéo, ça me donne espoir parce que je me dis, oui, on a perdu quelque chose dans la maladie de Parkinson, les circuits ne fonctionnent plus bien, mais en même temps, il reste encore dans notre cerveau beaucoup de ce qui est nécessaire pour le mouvement. Il suffit que ça soit bien déclenché. Une fois que la personne est sur son vélo, il y a des mouvements automatiques qui se mettent en place et là, on dirait que toute la machinerie qui est nécessaire pour le mouvement redevient fluide. Donc, une question de déclencheur des circuits. Donc, il nous manque ça avec la dopamine, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra trouver des stratégies pour réactiver ces circuits par d'autres approches. On va revenir à ça plus tard. Maintenant, la perte de dopamine dans le cerveau, est-ce que c'est suffisant pour expliquer tous les symptômes de la maladie de Parkinson? Euh, les chercheurs ne pensent pas que c'est le cas. On peut voir l'ensemble des symptômes de la maladie de Parkinson. Il y en a certainement ici qui ont été oubliés, mais on voit plusieurs des symptômes de la maladie de Parkinson avec ceux en haut qui sont les symptômes plus typiquement reliés au mouvement, alors qu'en bas, donc sous l'iceberg ici, donc c'est cette image qu'il y a plein d'autres troubles, plein d'autres problèmes associés à la maladie de Parkinson en plus des symptômes moteurs classiques. Et donc, est-ce qu'on peut expliquer tout ça, tous ces symptômes, juste par la perte de dopamine dans notre cerveau? La recherche suggère que ce n'est pas le cas et on commence à connaître ça, comprendre ça de plus en plus, en se rendant compte que dans le cerveau de quelqu'un qui est atteint de la maladie de Parkinson, il y a probablement plusieurs régions qui subissent une dégénérescence, donc une perte de neurones ou une perte de connexion.
Il y a quelques années, avec certains des étudiants dans mon équipe, on a fait un recensement de la littérature. C'est ce qui est indiqué dans la bibliographie, dans le bas de l'image ici. On a publié un article qui recensait ce qui était connu sur la perte neuronale dans le cerveau de gens atteints de la maladie de Parkinson. Et on a pu constater que bien qu'on en parle assez peu dans la littérature scientifique, en réalité, il y a beaucoup d'endroits identifiés ici par les cercles rouges et orangés, plusieurs endroits où on suspecte qu'il y a une perte de neurones. Ici, en rouge, dans la région qui s'appelle SNC, ça c'est la substance noire dont je parlais tout à l'heure, ça c'est l'endroit où on retrouve les principaux neurones à dopamine. Mais ailleurs dans le cerveau, il y a plusieurs autres régions qui contiennent d'autres neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine, comme la norépinéphrine, comme la sérotonine. Et ce sont d'autres types de neurones pour lesquels on pense bien qu'il y a quand même beaucoup moins de données quantitatives dans la littérature scientifique. On pense que là aussi, il y a des pertes de neurones. Et c'est probablement à ces autres endroits-là, la perte neuronale, qui cause en partie les autres symptômes associés à la maladie de Parkinson. Mais en découvrant qu'il y a d'autres neurones qui, eux aussi, dégénèrent dans la maladie, ça nous aide aussi à mieux comprendre la maladie. Il y a des régions dans le cerveau qui sont visiblement non touchées par la maladie, alors qu'il y en a certaines que, oui, il y a de la perte neuronale. Alors, en découvrant par la recherche qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces populations de neurones-là qui dégénèrent, on en apprend graduellement un peu plus pour savoir quelles sont les causes réelles de la mort de ces neurones. Et c'est ça qu'on va vouloir cibler éventuellement par de nouveaux traitements. Une hypothèse sur laquelle on travaille dans mon équipe à l'Université de Montréal depuis plusieurs années, est représenté ici. Nous, on pense que le point commun entre tous ces types de neurones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, c'est que ce sont des neurones qui ont une structure complexe, qui ont beaucoup de prolongements, comme je l'ai dit en tout début de présentation. Alors, ce que je représente ici, c'est notre hypothèse générale dans son expression la plus simple qui propose que les neurones les plus à risque dans le cerveau sont ceux qui ont une connectivité plus complexe, qui ont plus de prolongements et pour, pour assurer leur fonctionnement, ils ont donc besoin de beaucoup plus d'énergie que les autres cellules dans le cerveau. En dépensant et en générant beaucoup d'énergie, eh bien, ils génèrent aussi des déchets dans la cellule qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un peu comme la rouille qui attaque le métal. Dans le cerveau, on n'a pas de métal, mais on a une sorte de rouille qui s'installe, le stress oxydatif. Et c'est une altération, une modification à toutes nos cellules qui se produit normalement avec le vieillissement, graduellement dans notre vie. On a des mécanismes pour combattre ça, mais c'est quelque chose qui progresse inévitablement avec le temps, une sorte de vieillissement normal finalement. C'est juste que les neurones qui ont le plus de prolongement, probablement que eux vieillissent plus vite que les autres. Ils sont un peu comme le maillon faible dans notre cerveau. J'ai schématisé symboliquement ici, dans cette image, deux voitures. Une à gauche, qui est une petite voiture récente, et à droite, une voiture avec un gros moteur. Alors, imaginez-vous laquelle des deux voitures risque de faire plus de surchauffe et d'avoir un problème d'énergie avec le temps et d'usure plus rapide. Bien, ça va être la voiture à droite, ce ne sera pas la voiture à gauche avec le petit moteur éco-énergétique. Alors, c'est un peu ça l'image. Dans notre cerveau, il y a des maillons faibles, des endroits, des cellules qui consomment beaucoup plus d'énergie que les autres et qui sont usées essentiellement prématurément, plus rapidement avec le temps. C'est ça qu'on aimerait pouvoir éventuellement stopper. Alors, basé sur ce genre de travaux, nous, ce qu'on propose, c'est une sorte de vision générale de qu'est-ce que c'est la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui affecte certains types de neurones qui ont une vulnérabilité plus grande, des neurones qui ont la structure la plus complexe, qui sont hyper développés, des neurones qui expriment de haut niveau d'une protéine dont vous avez peut-être déjà entendu parler avant, l'alpha-synucléine, des cellules qui subissent un plus haut niveau de stress oxydatif et qui vieillissent essentiellement plus vite. Ça, c'est un élément important pour comprendre la maladie de Parkinson. Un autre élément important, c'est les déclencheurs de la maladie. Oui, on a des neurones vulnérables dans notre cerveau, on a tous des neurones vulnérables, mais comment ça se fait que certaines personnes développent la maladie de Parkinson et d'autres non? Eh bien, il faut penser donc à divers déclencheurs de la maladie. Beaucoup de recherches suggèrent que l'exposition à certains pesticides pourrait contribuer à déclencher la maladie. Des infections pourraient peut-être déclencher la maladie. Des mutations, donc des mutations génétiques, pourraient aussi causer la maladie et augmenter donc notre vulnérabilité de base. Tout ça, c'est des choses qui sont
assez bien établi dans la littérature maintenant, surtout dans le cas des pesticides et des mutations. Il y a beaucoup de chercheurs, incluant nous-mêmes, qui étudions l'impact de ces diverses mutations sur les paramètres que j'ai mentionnés ici dans le haut, sur la vulnérabilité des neurones. Mais j'aimerais qu'on discute un petit peu plus maintenant de ces infections comme déclencheurs. Durant les dernières années, on a-tu parlé souvent de virus? Avec la COVID, avec la pandémie, on a parlé de virus très souvent. Vous étiez peut-être tanné d'entendre parler de virus, mais en même temps, avec la COVID-19, on a vu apparaître des conséquences à plus long terme comme la COVID longue. Vous avez peut-être entendu parler de ça, des symptômes qui persistent pendant des mois et pendant des années chez certaines personnes, incluant des problèmes d'ordre neurologique. Il y a plein d'autres virus qui sont mentionnés ici. Peut-être certains d'entre vous en reconnaissez quelques-uns. Eh bien, il y a de la recherche, de plus en plus de recherches qui suggèrent qu'il y a peut-être un lien entre des infections et l'inflammation qui est associée à ces infections et la maladie de Parkinson, avec cette idée que peut-être que des infections pourraient déclencher ou faciliter la progression ou l'apparition de la maladie de Parkinson. Ce n'est pas une nouvelle idée. Si on retourne en arrière, vous avez peut-être déjà entendu parler de la grippe espagnole, une grande épidémie mondiale qui a eu lieu juste à la fin de la Première Guerre mondiale, autour de 1918. C'est une grande pandémie qui impliquait un virus de type H1N1, un virus de la grippe, très virulent. Et il y a eu dans le monde entre 20 et 100 millions de morts. Les données de cette époque-là ne sont pas très fiables, donc c'est pour ça qu'il y a une grande imprécision ici, mais clairement, des dizaines de millions de personnes dans le monde sont mortes. On parle de peut-être 2% de la population mondiale. Et au Canada, au Québec en particulier, et à Montréal, il y a eu plein de gens affectés. On parle de 50 000 personnes au Canada qui sont décédées, 14 000 au Québec, 3 500 à Montréal. Et on peut voir dans les journaux de l'époque des photos qui nous font penser à ce qu'on a vécu récemment avec la pandémie, des gens atteints de la maladie, des gens qui sont isolés, puis les impacts sur la société de cette pandémie. Eh bien, on a pu voir qu'il y a eu des conséquences à cette grippe espagnole. On a appelé grippe espagnole, bien qu'elle n'a pas commencé en Espagne. Cette grippe, donc, de 1918, il y a eu des impacts, non seulement des atteintes pulmonaires, des pneumonies, des difficultés respiratoires, toutes des choses qui sont souvent associées à la grippe, mais aussi beaucoup de personnes ont développé ce qu'on a appelé une encéphalie léthargique, surtout chez des jeunes, entre 10 et 45 ans. Et 80% des gens qui ont survécu à ces encéphalites ont développé des symptômes qui ressemblaient à la maladie de Parkinson. On appelait ça du parkinsonisme, ça veut dire que ça ressemble jusqu'à certains points à la maladie de Parkinson, bien que, comme vous l'avez remarqué, ici, on parle de personnes qui n'étaient pas particulièrement âgées. Ces symptômes incluaient de la léthargie, de la confusion, des délires, des mouvements involontaires, des troubles de sommeil, de la rigidité musculaire, quand même plusieurs symptômes qu'on retrouve associés à la maladie de Parkinson. Et chez certaines personnes, ces symptômes-là ont apparu quelques années plus tard, donc 3, 4 ans plus tard, ce qui a mené beaucoup plus tard, des années plus tard, à réfléchir à la possibilité que peut-être que ce genre de pandémie-là a créé une sorte d'activation anormale du système immunitaire pour déclencher des mécanismes auto-immuns, donc finalement l'attaque du système immunitaire sur nous-mêmes, sur le soi. Alors, ce cas-là est très, très intéressant pour réfléchir à la maladie de Parkinson, puisque des années plus tard, quand on a découvert la L-DOPA, qui était le premier traitement de la maladie de Parkinson, on a pu voir que la L-DOPA a permis à certaines de ces personnes qui étaient léthargiques depuis le début des années 20, donc depuis cette pandémie, des gens qui étaient en institution depuis très longtemps, ont, grâce à la LDOPA, retrouvé un certain niveau de fonctionnalité. Ils sont un peu sortis de leur éveil, ce qui a donné même naissance à un livre super intéressant de Oliver Sacks et un film. Peut-être que certains d'entre vous l'avez vu, L'éveil, ou en anglais The Awakening. On a fait une ciné-conférence là-dessus à l'Université de Montréal, justement, en 2021, pour discuter de ça dans le contexte de la pandémie. Cette possibilité que des infections puissent déclencher peut-être, agir comme déclencheur de la maladie de Parkinson. Pourquoi penser ça, en plus de cet exemple historique? Ben parce que, il y a de la présence de cellules immunitaires qui a été détectée dans le cerveau de gens qui sont décédés avec la maladie de Parkinson. On sait aussi que des personnes affectées par des maladies inflammatoires, comme les maladies inflammatoires des intestins, ont un risque accru de développer la maladie de Parkinson. C'est un petit risque accru, ce n'est pas un énorme risque, mais néanmoins, il y a une association claire qui est établie. Parmi les gens qui ont ces maladies inflammatoires des intestins, certains sont traités avec des thérapies
anti-inflammatoires, donc des médicaments qui inhibent le système immunitaire. Et ces gens-là, quand ils sont traités avec des thérapies anti-inflammatoires, ils ont un risque réduit de développer la maladie de Parkinson. Donc, ce genre d'observation-là contribue aussi à- à cette hypothèse que peut-être qu'il y a un lien entre les infections et la maladie de Parkinson. Nous, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus dans un projet hautement collaboratif avec plusieurs chercheurs dont vous voyez ici quelques-uns, comme Michel Desjardins de l'Université de Montréal, Samantha Grunheim et Heidi McBride de l'Université McGill. C'est un travail qui implique plusieurs équipes et on a commencé à travailler donc il y a quelques années sur cette idée que peut-être que des infections pourraient déclencher quelque chose qui ressemble à la maladie de Parkinson. Et là, on travaillait avec des modèles animaux, des souris transgéniques qui expriment des mutations retrouvées chez certaines personnes qui ont des formes précoces de la maladie de Parkinson dans le gène qui s'appelle PINK1. Et donc, pour nous, c'était le début de notre parcours pour essayer d'étudier les liens potentiels entre les infections et la maladie de Parkinson. Et ça, c'est une thématique de recherche sur laquelle on travaille encore activement. Et ça nous amène à proposer cette hypothèse que peut-être qu'il y a une forme auto-immune de la maladie de Parkinson, à tout le moins chez certaines personnes, peut-être pas chez tout le monde. Et ça pourrait être déclenché par des infections qui vont s'infiltrer dans notre système respiratoires initialement, qui vont créer une inflammation dans notre corps, activer des mécanismes immuns et éventuellement l'entrée de cellules immunitaires dans notre cerveau qui vont venir attaquer nos neurones dopaminergiques et induire graduellement leur atteinte et ensuite leur dégénérescence. Donc, c'est une hypothèse sur laquelle nous travaillons, mais aussi plusieurs autres équipes dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Scandinavie et en Asie. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne au traitement de la maladie. Les traitements qu'on a actuellement sont assez limités et malheureusement ne ralentissent pas la progression de la maladie. J'ai mentionné que les neurones à dopamine dégénèrent graduellement. La thérapie actuelle, qui est basée en grande partie sur le remplacement de cette dopamine par des médicaments comme le levodopa, carbidopa, ce sont des molécules qui aident les neurones survivants à produire un peu plus de dopamine et rétablir un peu l'huile dans le moteur dont je parlais tout à l'heure, donc la fonctionnalité des circuits de mouvement. Dans le bas de l'image, ici, j'ai un schéma qui inclut plusieurs structures du cerveau. Et encore une fois, ce n'est pas important, les noms des structures, c'est juste pour schématiser l'idée que dans notre cerveau, il y a des circuits qui contrôlent le mouvement. Et ces différents circuits-là sont maintenus en équilibre un peu d'une certaine façon par la dopamine qui est libérée par nos neurones de cette région qu'on appelle la substance noire. Et quand on perd des neurones à dopamine, comme dans le schéma de droite, nos différents circuits du mouvement sont débalancés. Donc, on aimerait pouvoir rétablir cet équilibre dans les circuits du mouvement. Quand on prend de la levodopa, c'est un peu ça qui se produit. On rétablit en quelque sorte une partie de cet équilibre et ça nous aide à mieux fonctionner pendant des années. Il y a d'autres approches également, des molécules comme le Mirapex, que vous connaissez peut-être aussi, qui sont des stimulateurs, des récepteurs de la dopamine, toujours dans cette idée de rebalancer le fonctionnement de ces circuits du mouvement. Et une autre approche que peut-être certains d'entre vous avaient on vous a peut-être proposé cette approche-là dans votre plan de traitement. Dans certains cas, c'est une petite population de patients qui a subi une implantation d'électrodes pour faire de la stimulation cérébrale profonde. Une autre approche non médicamenteuse qui vise à stimuler certains des circuits représentés ici, à nouveau, pour rétablir l'équilibre dans nos circuits du mouvement. Ces traitements-là, c'est ce qu'on a présentement. Maintenant, où s'en va la recherche de nouveaux traitements? Est-ce qu'il serait possible de remplacer les neurones perdus? Est-ce qu'on pourrait mieux reprogrammer les circuits défectueux par des approches comme la stimulation cérébrale profonde, mais améliorée? Est-ce qu'il y aurait d'autres approches non médicamenteuses? On va parler brièvement de l'exercice comme façon de peut-être même ralentir la progression de la maladie. Une première approche, cette idée que peut-être qu'on pourrait remplacer les neurones qui sont dégénérés, qui ont disparu de notre cerveau. Notre cerveau, normalement, ne produit pas de nouveaux neurones de façon importante. Alors, quand on perd des neurones, il y a très peu de chances qu'ils vont pouvoir revenir. Mais il y a beaucoup de développement en recherche actuellement qui vise à trouver une façon de réimplanter dans le cerveau des nouveaux neurones à dopamine. Comment on pourrait faire ça? Eh bien, par des progrès dans la recherche sur les cellules souches. Maintenant, on sait qu'on peut prendre de n'importe quelle personne une biopsie de peau ou même prendre d'autres tissus comme le sang ou même l'urine,
prélever des cellules, des cellules qui vont ensuite être converties en cellules souches. Ces cellules souches, ce sont des cellules qu'on peut ensuite transformer en n'importe quel type cellulaire si on connaît la recette, la bonne façon de procéder. Il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et il y a des façons maintenant donc de reprogrammer ces cellules pour les transformer en neurones dopaminergiques, des neurones qui vont produire la dopamine comme ceux qu'on a perdus. Il y a déjà plein de recherches qui se fait depuis plusieurs années là-dessus, mais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et on est rendu à un point où on peut produire à volonté de grandes quantités de ces cellules pour ensuite les implanter dans le cerveau d'animaux qui sont utilisés comme modèle animal de la maladie de Parkinson. Et on voit que ça, ces cellules-là sont capables de survivre et d'aider en partie, c'est pas parfait encore, en partie aider à rétablir les circuits du mouvement. Alors, l'idée, ce serait qu'on peut prendre des cellules souches d'une personne et éventuellement réimplanter dans la même personne des neurones qui sont dérivés de ses propres cellules souches. Ça a été testé dans des modèles animaux comme des rongeurs, des souris, des rats, mais aussi, il y a quelques années à peine, ça fait quoi, 3 ans, je crois, dans des modèles de primates non humains de la maladie de Parkinson, donc des primates qui sont très, très proches de l'être humain. Et c'est la dernière étape en général avant de tester des nouvelles thérapies chez l'homme. Et donc, ces résultats-là, ces premiers résultats dans des modèles de primates, nous montrent qu'il semble y avoir une survie de ces cellules transplantées, comme on peut le voir ici dans le carré rouge, dans une coupe de cerveau. Les cellules transplantées, 2 années plus tard, sont toujours là et ont aidé à rétablir en partie le mouvement chez cet animal. Donc, ça, c'est un gros progrès. Présentement, il y a plein d'équipes qui fabriquent des neurones comme ça. Il y a même des compagnies commerciales qui vendent des neurones dopaminergiques humains. C'est un produit commercial, pas pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour les chercheurs pour l'instant. Donc, des chercheurs peuvent acheter des neurones humains comme ça pour la recherche uniquement, pour pouvoir continuer à essayer d'améliorer ces cellules pour arriver à un point où on va avoir des cellules qui sont vraiment identiques à ce qu'on retrouve dans le cerveau humain normal. Et il y a des études cliniques qui ont commencé tout récemment en Europe, aux États-Unis, en Asie, des études initiale, donc pour tester finalement la toxicité potentielle ou l'innocuité potentielle de ce genre d'approche dans le cerveau humain de gens atteints de la maladie de Parkinson sur des toutes petites cohortes de patients pour l'instant, avant qu'on soit certain que c'est sécuritaire pour aller plus loin. Mais c'est la prochaine étape. Dans les prochaines années, il est pas mal évident qu'on va voir apparaître de plus en plus d'études cliniques qui visent à tester ces nouvelles approches chez l'humain. Mais il n'y a pas encore beaucoup de ces études-là qui ont été débutées. Il faut y aller petit à petit. Je ne sais pas exactement quand il va y avoir de grosses études cliniques qui vont s'en venir avec cette approche, mais c'est certainement pour quelque part dans les prochaines 5 ans, à mon avis, ça va sûrement commencer à se développer davantage. Une autre approche qui est en développement, c'est la stimulation cérébrale profonde. J'ai déjà fait référence tout à l'heure, c'est l'idée qu'on implante dans le cerveau des électrodes dans des régions qui sont importantes pour les circuits du mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces électrodes sont connectées avec des petits neurostimulateurs qui sont un peu comme des pacemakers qui vont donner des impulsions électriques qui sont envoyées dans le cerveau. Et ici encore, l'idée, c'est de rebalancer les circuits du mouvement. Ce genre de thérapie-là existe déjà depuis 1997 aux États-Unis, depuis 2012 au Canada. Et il y a de plus en plus de gens qui ont eu la chance d'avoir ce genre de thérapie qui leur ont été proposées. On ne peut pas proposer ce genre de thérapie à tout le monde. Il y a des critères très précis que les neurologues utilisent et les neurochirurgiens utilisent pour décider qui a plus de chances de bénéficier de ce genre de thérapie. Pour l'instant, donc, il n'y en a pas des tonnes de gens qui ont des implants comme ça, mais la recherche continue à essayer de les améliorer. Il y a eu récemment, tout récemment, la semaine dernière à l'Université de Montréal, un symposium international qui portait justement sur ce genre de stratégie qu'on appelle des neuroprothèses, donc des connexions entre le système nerveux et des appareils informatiques, électroniques. Et on a pu voir dans cette recherche qu'il y a de grandes améliorations apportées par l'intelligence artificielle et ses développements pour pouvoir éventuellement améliorer la façon dont on envoie des impulsions électriques dans ces stimulateurs cérébraux pour rétablir les circuits du mouvement. Et sans rentrer dans les détails qui sont très complexes de ce genre d'approche, une chose que je peux vous résumer en quelques mots, c'est que jusqu'à maintenant, on implantait des électrodes dans le cerveau pour stimuler à certains endroits des cellules. Maintenant, on utilise ces mêmes électrodes
pour stimuler et aussi pour enregistrer l'activité du cerveau. Et ensuite, ces enregistrements peuvent être utilisés par des appareils électroniques, des mini-ordinateurs basés sur l'intelligence artificielle qui vont être capables de décoder cette information et ensuite améliorer les stimulations électriques qui sont envoyées par l'appareil. Et ça va nous donner une optimisation de la stimulation cérébrale profonde pour qu'elle soit optimisée pour chaque personne qui va recevoir une implantation. Éventuellement, il pourrait y avoir également, on voit ça venir dans la recherche animale, plusieurs électrodes qui vont être implantées en même temps dans le cerveau de façon à stimuler et contrôler à la fois plusieurs régions du cerveau de façon à optimiser la récupération fonctionnelle. Deux dernières images, et ensuite on termine, on pourra passer aux questions. En attendant tous ces développements dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vous dis ici quelque chose que je suis certain que votre neurologue et les autres membres des équipes pluridisciplinaires qui s'occupent de vous vous ont peut-être déjà dit, l'exercice physique. L'exercice physique, ça fait de nombreuses années qu'on sait que ça améliore le fonctionnement du cerveau, ça améliore, ça réduit les effets de plusieurs maladies neurodégénératives sur le cerveau. Plusieurs formes d'activité physique fonctionnent. Il y a eu un petit article dans la revue Le Médecin du Québec l'an passé qui résumait plusieurs formes d'entraînement qui avaient été testées, la danse, l'aquaforme, le vélo, le yoga. Il y a plein de types d'activités physiques qui ont été évaluées. Puis, dans la majorité des cas, on a pu démontrer dans les études scientifiques que ça améliore en fait l'état de la personne atteinte de la maladie de Parkinson. Ça diminue la gravité des signes moteurs. Est-ce que ça veut dire que ça guérit quelque chose ou que ça ralentit la maladie? Non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que notre cerveau probablement est optimisé par l'activité physique régulière et est capable de mieux utiliser ces circuits du mouvement. Tout récemment, il y a eu une étude qui a été publiée qui en a rajouté une couche en disant, oui, non seulement ça aide le cerveau à mieux fonctionner, mais peut-être que c'est une petite étude sur un nombre de patients limité, mais peut-être que ça pourrait aussi ralentir la progression. Et ça, c'était une étude où ils ont évalué l'activité physique intense. Et ici, on parle de 5 séances d'entraînement par semaine, des séances d'1 heure où on augmentait la fréquence cardiaque à 80% du maximum. Donc ça, c'est pas faire une petite marche dans le quartier, c'est pas pédaler sur un vélo stationnaire en lisant un roman. C'est quelque chose d'un petit peu plus intense, là. Il faut que ça pompe le cœur. Bien, les gens qui ont subi ce protocole d'exercice intense, quand on a utilisé l'imagerie cérébrale pour voir les marqueurs dans leur cerveau de ces terminaisons, de ces connexions des neurones à dopamine, on a vu que sur une période de 6 mois, il n'y avait pas de baisse, il y avait même une tendance à l'augmentation de ces marqueurs. Alors, ça, c'est intéressant, c'est juste sur 6 mois. Ça ne veut pas dire que ça va aider à ralentir la maladie sur de nombreuses années, mais c'est un petit aperçu du fait que ça se pourrait qu'un exercice physique intense aide le cerveau de plusieurs façons. Alors voilà, j'arrête là-dessus et je crois qu'on peut maintenant passer à la période de questions. Merci beaucoup, Dr. Trudeau. Excellente conférence, beaucoup de nouvelles informations que ça nous amène à beaucoup de réflexions. Mais maintenant, nous avons une question. Vous nous avez parlé sur la possibilité ou l'effet que des infections pourront déclencher la maladie de Parkinson. Après combien d'années ou après combien de temps d'avoir été exposé ou suivi une infection, pourra-t-on voir apparaître les symptômes de la maladie de Parkinson? Oui, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'aimerais évidemment vous rassurer, c'est pas parce qu'on a attrapé un mauvais rhume qu'on va développer la maladie de Parkinson, et bien entendu, parce que si c'était le cas, il y aurait 80% de la population ou plus qui aurait la maladie de Parkinson. Ce n'est pas le cas. Alors, quel genre d'infections sont plus susceptibles de favoriser le développement de la maladie de Parkinson et combien d'infections il faut avoir éventuellement dans notre vie pour que ça augmente un peu le risque de développer la maladie? On n'a pas la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est des associations épidémiologiques qui ont été faites et des modèles de recherche dans les modèles animaux. Je suspecte quand même qu'il faut plusieurs infections importantes dans une vie pour qu'il y ait assez d'inflammation qui s'installe dans le cerveau pour que ça soit un facteur qui va finalement augmenter un peu les chances qu'on développe la maladie. Dans les modèles animaux,
on a testé, par exemple, 4 séries d'infections successives et on a vu 6 mois plus tard des symptômes apparaître dans notre modèle animal. Alors, est-ce que ça va être la même chose chez l'humain? C'est très difficile à dire. Chacun d'entre nous, quand on est rendu à l'âge adulte et encore plus quand on est rendu à un âge plus avancé, comme disons 65 ans et plus, hein, l'âge auquel on voit plus souvent la maladie de Parkinson apparaître, ben, à cet âge-là, on a tous eu de nombreuses infections virales et souvent des infections bactériennes aussi. Dans certains cas, des petites infections locales, dans d'autres cas, des infections plus systémiques, plus importantes. Peut-être qu'on a eu des pneumonies, toutes sortes de choses comme ça. Eh bien, peut-être que certaines de ces infections-là étaient plus importantes que d'autres. C'est très difficile et même impossible de le savoir de façon rétrospective. Donc, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a eu une infection la semaine dernière ou qu'on a eu la COVID il y a quelques années. Moi, je l'ai eu et plein de gens l'ont eu. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous développer une maladie neurologique? Certainement pas. On le saurait déjà. Mais est-ce que les infections comme la COVID-19 vont contribuer dans la balance à augmenter légèrement le taux de Parkinson dans la prochaine décennie? On ne peut pas le savoir pour l'instant, mais on le saura peut-être un peu plus avec les progrès de la recherche dans le futur. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse très enrichissante, puis ça nous donne plus d'informations et nous rassure. Donc, vous nous avez parlé aussi de la présence de l'alpha-synucléine et comment cette protéine pourra affecter les neurones dopaminergiques et d'autres types de neurones. Donc, pourriez-vous nous dire quels autres types de neurones sont aussi impliqués avec l'alpha-synucléine au développement de certains symptômes de la maladie de Parkinson? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que Oui, on en est fait, encore en... l'alpha-synucléine, c'est une protéine qui est très abondante, qu'on retrouve en fait dans tous nos neurones. Mais les neurones, comme les neurones à dopamine, en ont plus que la moyenne. Ce sont de grosses cellules complexes, comme je l'ai dit, et ils expriment plus de synucléine que la moyenne, pas mal plus. Peut-être que ça contribue à leur plus grande vulnérabilité parce que c'est une protéine qui a tendance à faire ce qu'on appelle des agrégats, ça veut dire à former des petits paquets qui vont éventuellement un peu comme boucher un peu des parties de la cellule. Ça vient finalement rendre le travail de la cellule un peu plus difficile et encore une fois un peu une sorte de vieillissement accéléré. Il y a d'autres types de neurones dans le cerveau qui sont probablement affectés par des excès ou des agrégats de l'alpha-synucléine. On peut penser notamment aux neurones qui produisent un messager chimique qui s'appelle la norépinéphrine ou noradrénaline. Donc, c'est un autre type de neurone, ça qu'on retrouve notamment dans une région du cerveau qui s'appelle le locus coeruleus. Et ça, c'est un groupe de neurones qui est important aussi pour beaucoup de choses comme, euh, comme l'éveil, l'activation. Ça régule nos cycles et notre sommeil. Et ce genre de neurones-là est clairement affecté dans la maladie de Parkinson aussi. C'est pas seulement la dopamine. Pour l'instant, il n'y a pas de thérapie de remplacement de la norépinéphrine. Peut-être que ça viendra un jour, mais c'est une autre population de neurones à risque, probablement pour plusieurs raisons, notamment parce que ce sont aussi des cellules qui ont beaucoup, beaucoup de connexions et qui ont beaucoup de sels nucléines. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, il y en a une question. Quelles sont les conditions qui font qu'un patient est un bon candidat pour l'implantation de stimulateurs au cerveau? Ben, j'ai mentionné tout à l'heure, moi, je ne suis pas neurologue, donc je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ces questions. Je sais cependant que les personnes qui répondent bien au traitement pharmacologique classique, en général, on ne va pas leur proposer une alternative. Ça va plutôt être des gens finalement qui ne répondent pas très bien aux approches pharmacologiques, donc la lévodopa et les agonistes dopaminergiques. C'est à ce moment-là qu'on doit considérer d'autres approches. Mais ça, c'est le genre de questions que je vous encourage à poser à votre neurologue à votre prochaine visite si vous pensez que c'est si vous voulez en savoir plus sur le fait que est-ce que ça, c'est une approche qui est appropriée pour vous, c'est clairement votre neurologue qui est le mieux placé pour répondre à cette question. Merci. Une autre question qui nous dit, moi je suis atteinte de la colite ulcéreuse depuis très longtemps, en rémission depuis 10 ans. Ça pourrait être un facteur pour lequel j'aurai le Parkinson? C'est pas impossible, c'est une maladie inflammatoire qui est associée à de l'inflammation. euh, et donc, il y a de l'infection associée à cette maladie. Donc, ça pourrait potentiellement, comme n'importe quelle autre maladie inflammatoire, jouer.
dans la balance. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça dans votre cas, il y a plein d'autres raisons. Je l'ai mentionné, il y a des mutations génétiques. On est tous porteurs de certaines mutations génétiques. Dans la plupart des cas, des mutations qui n'ont aucun impact. Et dans d'autres cas, des mutations qui peuvent agir comme facteurs de prédisposition. Dans certains cas, ça va prédisposer à des formes précoces de la maladie qui apparaissent dans la trentaine et quarantaine. Là, bon, c'est plus clair. Là, on peut faire des recherches à ce moment-là, du génotypage, donc vérifier s'il y a des mutations associées à l'apparition de la maladie dans les cas d'apparition très précoce comme ça. Mais pour les autres, quand ça apparaît plus tard dans la vie, c'est très difficile d'identifier les déclencheurs. Mais tous ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure pourraient être en cause, des infections, l'exposition à des pesticides. On est malheureusement tous aussi exposés jusqu'à un certain point à des pesticides environnementaux. Bien entendu, les agriculteurs qui sont impliqués de façon plus directe avec l'épandage de pesticides pendant des années et des années sont plus à risque. C'est d'ailleurs la maladie de Parkinson, vous le savez peut-être, est reconnue comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs à cause de ça. Et donc, Oui. et les mutations. Donc, ce sont tous des facteurs qui peuvent déclencher et c'est très difficile, sauf pour les rares mutations, pour les formes précoces, d'identifier une cause précise pour une personne en particulier. Merci. Nous avons une autre question. Étant Capone, son rôle et les bénéfices face au levodopa, pourriez-vous nous expliquer? Ben, il y a d'autres médicaments qui existent, qui sont là aussi pour prolonger les effets de la dopamine. Donc, j'ai mentionné les agonistes dopaminergiques qui sont là pour stimuler les récepteurs de la dopamine. Il y a la L-Dopa qui vise à aider les neurones dopaminergiques à synthétiser, donc à produire plus de dopamine. Et les autres médicaments comme celui-là, ce sont des médicaments qui visent à optimiser la façon dont la cellule utilise sa dopamine pour ne pas l'éliminer trop vite finalement. Donc, maximiser la capacité de nos cellules à stocker la dopamine et ensuite à la libérer dans le cerveau quand on en a besoin. Parfait, merci. Et une autre question. Étant donné que la multitude de populations de neurones peuvent être touchées par une dégénérescence, peut-on considérer qu'il y a-t-il de plusieurs sous-types de maladies de Parkinson? Oui, c'est une excellente question. Vous le savez peut-être, hein, toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson n'ont pas le même profil de symptômes. Et ça, c'est déjà une bonne indication qu'il y a probablement plusieurs formes de la maladie de Parkinson. Déjà, les formes génétiques, certaines qui sont précoces, donc quelqu'un qui développe la maladie à 30 ans ou à 70 ans, on peut suspecter que c'est peut-être pas les mêmes mécanismes. Quand on peut étudier le cerveau de quelqu'un qui est décédé de la maladie de Parkinson, dans certains cas, on peut voir que dans le cerveau, il y a des gens qui ont beaucoup de ces agrégats pathologiques de la protéine alpha-synucléine dont on a parlé tout à l'heure, alors que d'autres en ont peu. Il y a des gens qui décèdent en âge plus avancé, qui n'ont pas la maladie de Parkinson, et qui ont aussi certains de ces agrégats pathologiques dans leur cerveau, et pourtant, ils n'ont pas développé la maladie de Parkinson. Et donc, on voit qu'il y a toutes sortes de raisons de penser qu'il y a plusieurs processus pathologiques distincts qui peuvent mener à la maladie. En bout de ligne, d'une façon ou d'une autre, il y a pratiquement toujours donc, les neurones à dopamine qui sont affectés. Mais pour ce qui est des autres populations de neurones, ça se pourrait très bien que certaines personnes aient plus de pertes dans d'autres types de neurones, alors que d'autres, ça va être exclusivement les neurones à dopamine qui vont dégénérer. Parfait, merci beaucoup. Une autre question. Si on a déjà la maladie de Parkinson et que nous avons eu la COVID, est-ce que la COVID peut augmenter les symptômes de la maladie de Parkinson? Euh, je- je- et n'étant pas clinicien, c'est plus difficile de partager mon impression personnelle là-dessus. Par contre, je sais que j'ai vu apparaître dans les 2 dernières années certaines études qui ont suggéré qu'effectivement, que durant ou peu de temps après une infection à la COVID-19, il y avait une exacerbation, donc une augmentation de certains des symptômes de la maladie chez certaines personnes. Et ça, c'est sûr que c'est difficile d'expliquer ça en détail. Bien entendu que quand on est affecté au point de vue métabolique, là, on a une infection et on ne se sent pas bien, il y a plein d'autres. Tout ce qui ne va pas bien dans notre vie est empiré incluant les symptômes de la maladie. Ça ne veut pas dire que c'est l'infection de façon aiguë là, qui augmente, par exemple, la mort de nos neurones dans notre cerveau. C'est pas ça que ça veut dire. Mais est-ce que ça pourrait être un accélérateur de la pathologie? C'est toujours possible. Pour l'instant, là, ça fait quand même
Ça fait quand même 4 ans là, depuis le début de la pandémie. On n'a pas vu d'épidémie de Parkinson, d'accélération ou de- 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 d'augmentation, disons, des symptômes de la maladie dans la population générale. Donc, je ne crois pas qu'il faut s'inquiéter de ce côté-là. Parfait, merci. Nous avons une autre question. L'occurrence de la maladie est-elle reliée à l'âge ou vieillissement? Oui, ça, c'est certain que le vieillissement, c'est le facteur de risque numéro un de la maladie de Parkinson. C'est pour ça que la majorité des gens développent la maladie dans la soixantaine et plus. C'est pas une maladie de la jeunesse, sauf dans le cas de rares mutations, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, de quelle façon le vieillissement contribue à la maladie? Si vous réfléchissez un petit peu, si vous revenez en arrière à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, rappelez-vous, je mentionnais qu'il y a des facteurs qui rendent nos cellules dans notre cerveau, comme les neurones à dopamine, plus vulnérables. Le vieillissement, on dirait que de cette façon, c'est une sorte d'accélérateur de la vulnérabilité. C'est comme si nos neurones à dopamine sont affectés par le vieillissement, ce qui est pourtant normal, hein. Tous nos tissus vieillissent, notre peau, nos cheveux, notre cerveau, notre cœur, toutes nos cellules vieillissent et ont plus de difficultés avec le temps à faire certaines choses qu'elles arrivaient à faire plus facilement avant. Ça, c'est inévitable. Nos neurones dans le cerveau font leur boulot très, très bien pendant des décennies et des décennies. Et comme vous connaissez sûrement plein de personnes qui sont à 90 ans et plus, et même des centenaires qui ont encore l'esprit très clair et pour lesquels clairement le cerveau fonctionne encore très bien. Donc, notre cerveau est capable de travailler pendant très longtemps, mais il reste néanmoins que, comme tous nos autres tissus, il y a du vieillissement qui se produit dans certains groupes de cellules dans le cerveau et les neurones à dopamine semblent vieillir plus vite que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on parle du vieillissement comme un facteur de risque additionnel, un facteur de risque qui est inévitable malheureusement. Parfait, merci. Une autre question. Pourquoi le diagnostic est encore long à confirmer aux patients? Ben, le diagnostic, c'est un diagnostic qui est principalement clinique. Donc, votre neurologue vous examine, puis il va essayer de voir si ce que vous avez ressemble aux symptômes de la maladie. Il va essayer d'exclure d'autres causes potentielles. Puis, en bout de ligne, il va arriver avec son expérience clinique à- à- à penser que ce que vous avez, c'est probablement la maladie de Parkinson. On dit souvent probablement parce que il y a d'autres troubles neurologiques qui, dans certains cas, viennent avec des problèmes de mouvement. Et souvent, ça prend quelques années avant d'être 100% sûr qu'on a bel et bien affaire à la maladie. Il y a d'autres maladies, pensons par exemple à une infection bactérienne. Ben, si on veut être sûr qu'on a une infection bactérienne, on peut toujours faire un test et on va être capable de détecter la présence de la bactérie. Là, on peut dire, ah, ce que vous avez, c'est une bactérie, un streptocoque qui vous affecte. Voilà, c'est ça la cause de votre maladie. On va vous donner un antibiotique et ça va tuer la bactérie et là, tout va bien aller par la suite. Pour la maladie de Parkinson, on n'a pas de test diagnostic comme ça qui existe encore. Mais il y a quand même de la recherche qui progresse de ce côté-là. Vous avez peut-être vu passer dans les médias l'été dernier une grande étude qui a utilisé un nouveau test de détection de la synucléine, la protéine dont on parlait tout à l'heure. Et ils en sont arrivés avec un petit test en laboratoire assez simple à partir d'un échantillon de liquide céphalorachidien. Ça veut dire le liquide là, qui circule dans votre colonne vertébrale, qui puis circule aussi autour de votre cerveau. Si on peut aller chercher un petit échantillon de ce liquide-là. Ce n'est pas un test qui est agréable et qu'on fait largement. Mais à partir d'un petit échantillon comme ça, ils ont été capables de voir que les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson ont plus de cette synucléine dans une forme particulière là, qui est détectée par le test par rapport à quelqu'un qui n'est pas affecté, qui serait par ailleurs semblable, du même âge, etc. Donc ça nous donne une idée que bientôt, peut-être, on aura des tests. C'est pas encore, ce genre de test-là n'est pas encore proposé dans la population générale, donc ne demandez pas ça à votre neurologue, il ne pourra pas vous le proposer. Mais ça s'en vient certainement dans les prochaines quelques années où on va avoir un test en laboratoire, on va pouvoir avoir une prise de sang, par exemple, ça va être la prochaine étape au lieu du liquide céphalorachidien. Et là, on va avoir une prise de temps qui va vous dire, ben, selon le test, avec la quantité de synucléine agrégée que vous avez, oui, ça confirme que c'est fort probablement la maladie de Parkinson que vous avez. Mais pour l'instant, on n'a pas encore accès à ce genre de test, mais la recherche progresse quand même assez bien de cette façon-là, dans cette Merci direction. beaucoup. Il y a beaucoup d'espoir derrière la recherche.
Donc, nous avons une autre question. Est-ce que les axones contiennent des mitochondries? Si l'exercice intensif ralentit la maladie, pourra-t-il être impliqué dans la protection des axones? C'est une excellente question. Je vois que vous êtes renseigné sur la science par votre question. Vous avez raison de parler des mitochondries parce que les mitochondries, ce sont dans nos cellules les petites usines à production d'énergie. Et les neurones, comme les neurones à dopamine, ont effectivement beaucoup, beaucoup de ces mitochondries dans tout leur prolongement. Et ces mitochondries-là qui sont essentielles pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement du neurone. Et on pense que c'est une crise finalement dans le fonctionnement de ces mitochondries qui va mener éventuellement à la dégénérescence de ces prolongements et ensuite du neurone. Donc, il y a beaucoup de recherches qui visent à essayer de trouver des façons d'améliorer la production d'énergie par les mitochondries et les protéger finalement le plus longtemps possible pour qu'ils aident nos neurones à rester en vie. L'exercice physique, clairement, ça l'affecte le fonctionnement de nos mitochondries, à tout le moins dans les muscles. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui le montrent. Quand on fait de l'exercice physique régulier, vous avez sûrement vu des gens qui s'entraînent à faire de la musculation au gym, qui deviennent avec des gros muscles. Ben oui, ces gens-là, les muscles se sont transformés par l'exercice, ils ont beaucoup plus de mitochondries. Et il y a une régulation finalement de la production de mitochondries en fonction de l'exercice physique. Est-ce que la même chose se passe dans notre cerveau? Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire parce qu'on ne peut pas aller mesurer directement la fonction des mitochondries dans notre cerveau. Mais il est fort probable que quand on fait de l'activité physique régulière, surtout de l'activité quand même intense, comme on l'a vu dans la dernière étude dont je parlais, on augmente finalement le fonctionnement de tous nos systèmes. En périphérie, notre cœur, notre foie, nos reins et notre cerveau. Parce que, rappelez-vous, durant l'évolution, on a évolué de façon à pouvoir faire plein de choses, se déplacer physiquement, se trouver de la nourriture. Aujourd'hui, avec la sédentarité, malheureusement, on devient tous un peu plus paresseux, puis on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour aller chercher de la nourriture. On va à l'épicerie du coin, ou bien on commande notre épicerie maintenant par Internet, et puis on se déplace même plus. Et donc, on bouge beaucoup moins qu'avant. Est-ce que c'est une surprise si je vous dis que bouger, en fait, notre corps est optimisé pour ça, et que quand vous bougez, finalement, tous vos systèmes fonctionnent mieux. Je ne crois pas que c'est une grande surprise, mais on a tendance peut-être à l'oublier. Certainement. Donc, nous avons une autre question. Quel rôle joue l'aspect génétique sur la maladie de Parkinson? C'est une grande question, la génétique en Parkinson. Il y a de nombreux gènes qui ont été identifiés comme étant mutés, c'est-à-dire des changements dans la séquence des gènes, associés à différentes formes de la maladie de Parkinson. On appelle ça les formes génétiques ou les formes familiales de la maladie de Parkinson. Familiales parce que dans certains cas, on peut voir que plusieurs personnes dans une même famille sont porteurs des mêmes mutations. Et ça ça nous aide à mieux comprendre la maladie de Parkinson, parce qu'on se rend compte que certaines de ces mutations sont dans des gènes qui contrôlent la production de protéines dans nos mitochondries, donc ces petits organites intracellulaires qui produisent l'énergie dont on vient de parler. Donc, il y a un pourcentage de gens dans la population, probablement autour de 10% des gens atteints de la maladie de Parkinson qui sont porteurs de certaines de ces mutations. Ça nous donne un indice sur, dans ces cas-là, la cause de la maladie. Alors, il y a un gène particulier qui est muté, et maintenant, il y a plein de chercheurs dans le monde qui essaient de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe quand on a une perte de fonction de ces protéines à cause de mutations. Comment on peut expliquer la maladie de Parkinson? Et c'est là qu'il y a plein de chercheurs, incluant dans notre équipe, à l'Université de Montréal, avec des collègues comme Michel Desjardins, que je mentionnais tout à l'heure, qui, lui, essaie justement de voir ben, toutes ces différentes mutations-là. Est-ce que ça se pourrait qu'il y en ait plusieurs qui ait des conséquences sur le système immunitaire? Puis là, on va se rendre compte que ben, quand on veut étudier les mutations pour expliquer la maladie, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les neurones, bien entendu, mais aussi les cellules ailleurs dans notre corps, notamment le système immunitaire. Mais on ne peut pas dire que tout le monde qui est atteint de la maladie de Parkinson est porteur de mutations qui causent la maladie. La recherche ne montre pas ça, c'est une petite proportion. Mais néanmoins, quand on étudie et qu'on comprend une petite proportion des cas de la maladie de Parkinson, ça nous aide à mieux comprendre l'ensemble de la maladie de Parkinson chez tout le monde. Merci. Une autre question. Que pensez-vous des nouvelles thérapeutiques concernant la photobiomodulation sur les mitochondries? La photoneuromodulation, ça, j'avoue que Photobiomodulation sur les ouais, ça, je la mitochondries. connais pas. Je la connais pas, cette approche.
Il faut être prudent, hein. Je sais pas, je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais il faut être prudent parce que un petit peu partout sur le web, on retrouve beaucoup d'idées qui circulent des fois sur des thérapies potentielles parce que on est tous à la recherche de la perle rare, là, l'approche qui va nous aider, nous, puis on est tous prêts, j'en doute pas, là, quand on est atteint de la maladie, on veut trouver des solutions et je le comprends tout à fait. Mais parmi les solutions qui nous sont proposées un petit peu partout, pour lesquelles on a une certitude qu'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment, bien, la seule façon de le savoir, c'est quand ça a été testé dans des études scientifiques. Pour celle-là, je ne peux pas vous dire si ça a été testé ou pas dans des études scientifiques, mais, euh, mais je vous invite la prochaine fois que vous rencontrez votre neurologue à poser la question à propos de cette approche spécifique, parce que moi, personnellement, comme chercheur, j'en ai pas entendu parler. Je suis désolé de ne pas pouvoir mieux répondre à votre question. Merci beaucoup, docteur Trudeau. Effectivement, on a pu obtenir certaines informations sur ce type d'offres, pourrons dire, de thérapie, mais on est certain de vous dire que la FDA n'a pas encore approuvé aucun type de thérapie de ce genre. Donc, on déconseille à notre communauté de se fier à des informations qui circulent sur la web. Donc, et comme vous le dites, le plus prudent, c'est de consulter avec les professionnels de la santé avant d'entreprendre ce type de thérapie. Donc, maintenant, on poursuit avec la question suivante. Est-il possible d'identifier dans un gène de notre ADN la maladie de Parkinson? Euh, Pardon. Oh. Un test génétique, c'est justement ça. Ça veut dire qu'on prend un échantillon, typiquement une prise sanguine, et on va prélever l'ADN qui est présent dans les cellules du sang. Puis ensuite, on va faire passer ça dans une machine qui s'appelle un séquenceur. Et là, on est capable de voir toute la séquence de l'ADN de l'individu, puis on peut à ce moment-là identifier si la personne est porteur ou pas de mutations connues. Il peut y avoir d'autres mutations qui ne sont pas encore associées à la maladie de Parkinson qui pourraient être impliquées. Il y a toujours des découvertes nouvelles. Mais pour ce qui est des gènes connus, oui, c'est possible. Est-ce que ça, c'est une approche qui est proposée systématiquement à tous les gens atteints de la maladie de Parkinson? Non. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas parce que c'est pas possible, ça serait possible techniquement, ça serait peut-être un coût élevé pour la société, mais ce serait quand même possible. Par contre, qu'est-ce qu'on ferait avec cette information? Si vous savez, moi je suis porteur d'une mutation dans le gène X ou Y, est-ce que ça va changer votre plan de traitement? Non. Pour l'instant, on ne pourrait pas vous proposer une thérapie différente en fonction du fait que vous êtes porteur de telle ou telle mutation. Un jour, je crois qu'on va en arriver là, qu'on va avoir une variété de thérapies différentes et en fonction de est-ce que vous êtes porteur ou pas de mutation X, Y ou Z, alors on va pouvoir vous dire, ben, pour vous, ce serait mieux tel traitement et pour vous, tel autre traitement. Mais pour l'instant, si on sait qu'on est porteur d'une mutation, disons que ça pourrait peut-être plus semer de l'inquiétude que nous aider réellement parce qu'il n'y a pas de traitement associé à une mutation spécifique. Parfait, merci beaucoup. Nous poursuivons. En 2015, j'ai été opéré à la suite d'une endocardite qui a notamment attaqué ma valve aortique, remplacée par une valve métallique. En 2001, j'ai fait une première diverticulite. Par la suite, j'en fais à la répétition et dû être opéré pour enlever une partie de mon intestin. Est-ce que les genres d'infection qui pourraient amener le Parkinson? J'ai été diagnostiqué en septembre 2023 comme ayant le Parkinson, mais je me doutais depuis quelques années que je l'étais. Oui, ben, il y a eu une question similaire qui a été posée tout à l'heure et je peux malheureusement pas vous donner aucune certitude que une infection que vous auriez subie dans ce contexte-là pourrait être causale pour la maladie. On peut vraiment pas dire ça pour l'instant chez l'humain. C'est seulement une piste de recherche qui nous indique que les infections pourraient être des déclencheurs, mais qu'on ait une infection associée à une chirurgie ou n'importe quelle autre cause, on ne peut pas dire pour l'instant que ça, c'est un déclencheur de notre maladie de Parkinson. Malheureusement, on ne peut pas faire cette association-là pour l'instant. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Il nous reste trois questions.
Donc, la suivante. Lors des hallucinations et délusions, quel traitement semble pour l'instant le meilleur? Hmm. Donc là, peut-être que vous faites référence au fait que, effectivement, certaines personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, en plus des symptômes moteurs, peuvent avoir une variété de symptômes, dont certains des symptômes cognitifs ou de type psychiatrique, c'est-à-dire des hallucinations ou des délires. Oui, quelquefois, c'est associé à certains traitements, comme les agonistes dopaminergiques. Et des gens qui souffrent de ce type de symptômes doivent nécessairement en parler à leur personnel soignant, à leur neurologue ou à l'équipe qui les suit parce que dans certains cas, ça peut être peut-être amélioré en baissant la dose des agonistes dopaminergiques ou de l'évodopa. Mais moi, n'étant pas neurologue, je ne peux pas vous faire de recommandations précises de ce côté-là. Parfait, merci. La question suivante. Les produits chimiques mercaptan qu'on utilise pour odoriser les gaz naturels propane que j'ai respiré, ça pourrait être la cause de ma maladie? J'ai jamais entendu parler de lien précis entre cette molécule chimique et la maladie de Parkinson. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais quand j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait des déclencheurs environnementaux comme l'exposition à des pesticides, on peut dire ça parce qu'il y a certains pesticides environnementaux connus qui agissent comme des poisons mitochondriaux. On a parlé des mitochondries tout à l'heure, ces petites parties de nos cellules qui produisent l'énergie. On sait qu'il y a certains pesticides qui rendent plus difficile le fonctionnement des mitochondries. Donc là, il y a un lien de cause à effet assez clair entre certains pesticides et la maladie de Parkinson. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres contaminants environnementaux qui pourraient eux aussi augmenter le risque de la maladie de Parkinson. Et ça, il y a aussi beaucoup de recherches en toxicologie qui associent toutes sortes de composés environnementaux à l'apparition de diverses maladies, incluant les maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. Et la recherche continue toujours. Et dans le cas de cette molécule précise que vous mentionnez, je ne suis pas au courant de lien avec la maladie de Parkinson. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je ne suis pas au courant qu'il y aura un lien direct. Merci beaucoup. Effectivement, il y a plusieurs substances toxiques qui pourront être associées au développement de la maladie de Parkinson. Il y a des études qui se développent là-dessus. Puis voilà, c'est des substances chimiques toxiques, comme vous l'avez mentionné, qu'on ne connaît pas à quel point peuvent être impliquées dans le développement de la maladie. Dernière question. Ça dit, j'ai passé le test DataScan qui a démontré hors de tout doute que j'ai la maladie de Parkinson et que la région du stratum est la plus affectée. Croyez-vous en ces tests? La région de quoi? Quelle région? La région du stratum est la plus affectée. OK, oui. Croyez-vous en ces tests? Oui, si j'ai bien compris, vous parlez du DAT-scan, hein, c'est ça qui est écrit. Oui, DataScan. Le DAT-scan, durant la présentation, j'ai montré une image du cerveau à un moment donné où on voyait des couleurs, là. C'était une image qui était donc l'imagerie cérébrale qui nous permet de voir dans le cerveau les régions où on retrouve les prolongements des neurones à dopamine. On appelle ça un DAT-scan parce que c'est un autre nom pour une forme de ce genre de test, parce que ça nous permet de voir une protéine qui s'appelle DAT, DAT, qui est retrouvé sur les prolongements des neurones à dopamine. Donc ça nous donne un indice assez clair de la progression de la maladie. Donc si on fait une imagerie cérébrale comme ça, un DAT scan à un individu, puis qu'on voit que le signal est très, très faible, vous avez raison. Oui, c'est un test fiable. Ça veut donc dire que ça confirme le diagnostic clinique que votre neurologue va avoir fait. Mais tout seul, si on faisait juste passer un test comme ça à la population entière, un DAT scan comme ça, on ne pourrait pas dire, ah ben vous avez une chance de développer la maladie et pas vous. Mais quelqu'un qui a déjà quelque chose qui ressemble à la maladie, là, on fait le scan, ça peut nous aider à confirmer le diagnostic. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de nos participants. Maintenant, et juste avant de finir, je vais partager mon écran pour ma dernière information. Donc, comme j'avais mentionné au début de ce webinaire,
nous avons le privilège aujourd'hui d'annoncer que la première cartographie des essais cliniques développés au Québec et au Canada est désormais disponible sur le site web de Parkinson Québec. Il s'agit d'un tableau de bord interactif et lorsque vous allez cliquer et sélectionner, par exemple, la province du Québec, vous allez voir apparaître dans les tableaux sommaires des essais cliniques, toutes les essais cliniques, pardon, en cours au Québec. Et tous ces boutons que vous voyez ici, comme par exemple type d'étude, statut de recrutement, cible d'âge, phase d'étude, en savoir plus sur la recherche, trouver un essai clinique, ce sont des boutons interactifs. Ça veut dire que lorsque vous cliquez, vous allez voir apparaître dans le tableau sommaire la information qui dégage de ces boutons-là. On voit ici à droite apparaître la carte du Québec et les points rouges indiquent le site géographique ou l'emplacement où les essais cliniques sont en cours d'être développés. Comment vous pouvez vous obtenir plus d'informations si vous êtes intéressé par une de ces essais cliniques qui apparaître dans les tableaux sommaires? Il vous suffit de cliquer sur le bouton Trouver un essai clinique. Vous allez être dirigé sur le site web de Recherche clinique Québec et le groupe d'accompagnement personnalisé pour vous aider à comprendre et voir si vous êtes éligible à la participation à une étude clinique. Il y aura à ce sujet un webinaire plus détaillé dans le mois d'août. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous voulez avoir plus d'informations sur les essais cliniques au Québec. Maintenant, je présente le webinaire qui aura lieu le 27 juin à 19 heures, dont le titre porte sur le voyage, comment voyager avec la maladie de Parkinson, et on vous présentera des astuces et des trucs pour vous faciliter. Donc, pardon. Cet webinaire sera présenté pour Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kerul, et puis on vous invite à nous accompagner lors de ce webinaire. Finalement, je voulais vous présenter l'image qui a été facilitée pour Dr. Louis-Éric Trudeau. C'est une image d'elle prise dans son laboratoire et on vous remercie d'avoir partagé cette image. Donc, merci beaucoup. Merci, docteur Trudeau, et merci à tous et toutes les personnes qui ont été présentes à ce webinaire. Bonne fin de soirée tout le monde, c'est un Bonne plaisir. soirée. Au revoir. Au revoir.